La STIB condamnée pour discrimination à l'embauche, et cela au tribunal du travail en première instance, suite à la plainte d'une jeune femme voilée. Pour les uns, c'est l'occasion d'aller de l'avant dans l'égalité des chances sur le marché de l'emploi. Pour d'autres, c'est un coup de canif dans la neutralité du service public. Au final, la réponse apparaît politique, car le tribunal applique les textes qui sont votés au Parlement. On va donc se demander s'il y a lieu de changer quelque chose à Bruxelles, et si oui, quoi ? Bienvenue sur le plateau de Versus. Et ils sont tous là autour de la table du débat Versus de BX1. Ridouane Chahid, vous êtes chef de groupe PS dans la majorité à la région bruxelloise, avec aussi votre partenaire écolo, John Pitseys. Bonjour à vous aussi. De l'autre côté de la table, mais aussi dans la majorité, Emmanuel Debog. Bonjour. Vous dirigez-vous le groupe Défi. Et puis à votre droite, Alexia Bertrand de l'opposition MR. Avec nous par Skype, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde pour des raisons sanitaires, Françoise De Smet. Bonjour à vous. Vous dirigez le groupe PTB au Parlement bruxellois. Mesdames, messieurs, avant de vous entendre et de comparer vos avis, je vous propose d'écouter l'avocate de la plaignante. C'est Maître Lawarzi, juste après l'annonce de cette victoire en justice. Elle évoque sa cliente et la suite éventuelle de l'affaire. Regardez. Effectivement, je pense qu'elle est assez contente, soulagée également. Il faut savoir que ça reste toujours un combat difficile pour les personnes qui sont victimes de discrimination. C'est un chemin semé d'embûches. Il faut remercier également Unia et la Ligue des droits humains qui était également partie à ce litige, qui ont bien évidemment soutenu la plaignante. Mais je pense qu'elle est surtout soulagée. Est-ce que vous pensez que si d'autres femmes osent également porter plainte, ça peut avoir aussi un effet sur les employeurs ? À nouveau, c'est très difficile à dire. Je serais incapable de répondre à cette question. Mais je pense que ça crée un précédent très intéressant, malgré tout. Voilà, interview réalisée par ma collègue Vanessa Lhuillier. Monsieur Chahid, est-ce que la STIB doit aller en appel de cette décision ? C'est une entreprise autonome. Enfin bon, son patron, c'est le gouvernement quand même. Alors est-ce que la STIB doit contester sa condamnation ? Alors je ne le pense pas, et d'ailleurs je ne comprendrai pas que la STIB conteste cette décision de justice. Je pense qu'il serait plus sage pour les organes de la STIB de s'en remettre à ce que Actiris avait d'ailleurs fait quand elle a été condamnée, c'est-à-dire appliquer tout simplement la décision sans aller en appel. Et d'ailleurs, on a très bien vu que tout se passait très bien à Actiris, donc je ne vois pas pourquoi ce qui se passe bien à Actiris ne devrait pas se passer aussi bien au sein de la STIB. Du côté d'écolo, on pense comme Ridouane Chahid du Parti Socialiste, M. Pitseys, on estime qu'il y a une espèce de momentum pour faire changer les choses à la STIB. Mais je pense que c'est le moment pour la STIB de changer ses politiques de recrutement, oui. Parce que si ça ne se passe pas ainsi, alors bien entendu, il y a d'autres personnes qui peuvent aller en justice, mais ça leur prendra du temps, ça leur prendra de l'énergie. Ce seront de nouveau des situations difficiles qui coûteront du temps donc de l'argent à ces personnes, alors que je crois que le jugement qui a été donné est pour le moins bien justifié et dit vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, quand après avoir passé tous les entretiens de sélection, on nous dit, on dit à la personne, écoutez, vous êtes parfait, en l'occurrence parfaite pour le job, vous remplissez toutes les qualifications, mais vous savez, il manque un truc, ou plutôt vous avez un truc en trop, et ce truc en trop sont des signes convictionnels. Donc je crois qu'il faut changer ces politiques de recrutement, oui. Emmanuel Debog, vous, parlementaire, mais aussi avocat, vous défendriez la STIB dans un éventuel recours, si elle en fait un, et est-ce qu'elle sera autonome dans ce recours ? Est-ce qu'elle peut le faire ? C'est une question que je pose, pas innocemment, aux trois parties de la majorité. Donc la première chose, c'est qu'on ne peut pas défendre la STIB quand on est en conflit d'intérêts. Donc je ne pourrais pas défendre la STIB en l'occurrence, mais je défendrais bien effectivement son opinion, puisque depuis 1969, elle a un règlement d'ordre intérieur qui interdit tout signe ostensible de conviction politique, philosophique et religieux. Et c'est assez étonnant de voir ce jugement, en fait, en première instance, qui finalement autoriserait de facto ces signes convictionnels. Et je pense que c'est un jugement qui est somme toute assez isolé, qui va d'ailleurs à l'encontre d'autres jugements. On a vu dans l'affaire Francisco Ferrer, on a plusieurs jugements différents aujourd'hui sur la table. Et je pense qu'il est utile effectivement que l'appel soit fait par la STIB, que le comité de gestion se prononce en faveur de celui-ci pour épuiser la juridiction et ne pas, effectivement, je ne comprendrais pas que dans un certain nombre de dossiers comme en mobilité, on va
faire appel, et puis que dans ce dossier-ci, on ne va pas jusqu'au bout. La STIP, elle a défendu une position assez dure, qui était son règlement depuis 1969. Il est logique qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle défende effectivement celui-ci en appel. Alors des points de vue différents, hein, c'est normal, c'est la politique au sein d'une même coalition. Qu'en pense l'opposition, MR, et puis on ira au PTB. L'entreprise publique autonome qu'est la STIB, elle doit se défendre et défendre ce qu'elle fait depuis toujours, ou elle doit évoluer comme l'appellent à le faire certains partis de la majorité en tout cas? Je pense que si la STIB depuis autant de temps avait un règlement d'intérieur qui prenait la neutralité, c'est qu'elle avait fait ce choix pour des raisons et qu'elle estimait que c'était la meilleure des choses. Alors, celui qui a le mieux résumé la situation, je trouve, c'est Olivier Minguin qui a dit « ce jugement n'est pas définitif » et donc effectivement, la STIB peut aller en appel. Deuxièmement, la jurisprudence n'est pas uniforme. Il y a des arrêts qui vont en sens contraire et jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme ou jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu dans l'arrêt H-Vita qu'un règlement de travail qui impose de façon identique à tout le monde une interdiction de signes ostentatoires, eh bien, ce n'est pas discriminant et que c'est tout à fait autorisé. Et la troisième chose qu'il a dit, et vous l'avez dit aussi, Michel Gaillard, c'est qu'il est peut-être temps pour les autorités, le gouvernement bruxellois, de se saisir de cette question parce qu'au final, et ça c'est mis dans le jugement aussi, ça vaut vraiment la peine de le lire, il fait 70 pages mais il est très intéressant, eh bien c'est une décision politique. Et le jugement le note, ils disent la région aujourd'hui n'a pas décidé de légiférer là-dessus et donc ça c'est aussi un élément qui visiblement a influencé le juge. Donc en fait, c'est une décision éminemment politique et je crois que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Je voudrais entendre l'avis du PTB sur une chose. On a souvent, et notamment à BX1, souligné le fait que la STIB est une entreprise très diverse dans son recrutement. Alors Françoise de Smet, est-ce que c'était du vent qu'on nous vendait et en fait finalement à la STIB il y avait une espèce de sélection qui ne disait pas son nom par rapport à certains profils, certaines religions, certaines communautés? Je voudrais d'abord souligner que je suis contente d'entendre, en tout cas par la voix du PS et des colos, qui ne sont pas pour que la STIB fasse appel, et j'espère qu'ils interviendront si jamais la direction décide quand même de le faire. Et puis, toute la question dans ce débat aujourd'hui, la plus importante, c'est qu'effectivement, on est dans une région où il y a énormément de discrimination, et notamment à l'emploi, qui sont importantes. Et donc, les études de View Brussels, les rapports qu'on trouve sur le site d'Actiris, le montrent très clairement. À diplôme égal, un jeune issu de l'immigration aura moins de chances de trouver un travail que quelqu'un d'autre. Et tout le débat important maintenant, c'est la lutte contre ces discriminations à l'emploi. Et manifestement, le jugement qui s'est passé à la STIB montre que même là aussi, on a de la discrimination qui a lieu. Ce que vous nous dites, c'est quoi? C'est que derrière les mots neutralité qu'on retrouve dans les règlements d'ordre intérieur de beaucoup d'entreprises et notamment publiques, il y a une forme de racisme anti-musulman. C'est ça que vous nous dites, Françoise de Smet? Mais d'abord, je veux d'abord être très claire. Avec le PTB, on est pour la stricte séparation de l'État et de l'Église. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et là-dessus, notamment, la Belgique ne le garantit pas vraiment, parce que je rappelle notamment que le 21 juillet, il y a quand même des membres du gouvernement et la famille royale qui se rendent à une messe. Il faut quand même le rappeler. Tédéum, oui, à la cathédrale Saint-Michel. Mais la question de la neutralité du service qui est rendu par l'État, oui, évidemment, c'est un principe fondamental, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que vous portez un signe convictionnel ou non? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Brièvement, s'il vous plaît, et puis après... Très concrètement, parce que c'est un exemple que j'ai vécu moi-même. Je me rends dans une pharmacie pour acheter un moyen de contraception. Je me trouve devant un monsieur qui n'a aucun signe convictionnel ou quoi que ce soit en apparence, qui me fait tout un laïus, oui, c'est pas le bon choix, ceci c'est mauvais pour la santé, etc. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, c'est pas une neutralité du service. Je me rends dans une pharmacie juste à côté, où c'est une jeune femme avec un foulard sur la tête qui me sert, sans problème, sans poser quoi que ce soit comme question, etc. Ça, c'est la neutralité du service. Et on voit dans le concret que ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez un signe convictionnel ou non. Et il ne peut pas y avoir de discrimination quand vous rendez un service, ça c'est clair. Mais encore une fois, quand on voit par exemple au niveau de la justice que quand vous avez beaucoup d'argent, oui, vous vous en sortez mieux que quand vous n'en avez pas, là on n'est pas dans la neutralité par exemple. Ok, Ridwan Chahid, est-ce qu'il faut revoir les règles qui sont appliquées dans une série de services publics et d'organismes d'intérêt public bruxellois? Alors vous avez cité l'exemple d'Actiris, la STIB, on verra, elle a 30 jours pour voir éventuellement en appel. Est-ce qu'il faut que finalement le gouvernement bruxellois donne un impulse, ou le Parlement à un moment donné, pour changer les choses en région bruxelloise, et juste pour quel type de fonction finalement? Quelle est, encore une fois, votre position là-dessus? Alors, je pense effectivement qu'il faut maintenant se saisir du débat.
le momentum et qu'on ne peut plus se cacher derrière des règlements, comme le dit Emmanuel Debock, qui datent de 1969. Depuis 1969, la région a évolué, son visage a changé, la diversité s'est exprimée, elle s'est enrichie, notamment de par ces jeunes filles qui ont des diplômes et qui ont des capacités à faire vivre la région de Bruxelles-Capitale. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Deuxième élément. Mais attendez, précisez, ce que vous demandez, c'est qu'on permette les signes religieux ou tous les signes philosophiques. Je vais vous dire. Que fera-t-on avec quelqu'un qui, par exemple, apporte un look skinhead, crâne rasé, bomber, chaussures de combat ou t-shirt Che Guevara? Peut-être que Françoise De Smet sera d'accord pour le t-shirt Che Guevara, mais pour d'autres signes plus politiques. Ma position personnelle, elle est connue, et à titre personnel, tout le monde sait que je suis favorable, mais que, évidemment... Favorable à quoi, précisément? Au port du voile. Donc moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça, mais évidemment, ce n'est pas la position qui est partagée dans mon parti, et il faut encore qu'il y ait une position qui se dégage en la matière. Ça, c'est une chose. Parce que je pense, effectivement, que la neutralité, elle se traduit par les actes que l'on pose. Elle ne se traduit pas par l'apparence de monsieur ou de madame, qu'il porte une barbe ou qu'elle porte un voile. Je crois que là, c'est une discrimination importante que l'on pose, parce qu'en plus, la question que je me pose, c'est que ça voudrait dire que la jeune fille qui porte le voile et qui est derrière un guichet d'une administration publique n'est pas capable de faire respecter les lois et de remettre des documents administratifs en toute neutralité et en toute, je dirais, sans porter un acte quel qu'il soit. Je trouve que c'est une accusation qui va un peu trop loin par rapport à ce qu'on prétend dans l'acte qui est posé par ces jeunes filles. Finalement, quand on interdit aux gens d'exprimer leurs convictions personnelles, on fait une confusion entre leur professionnalisme, voire leur devoir de réserve et leurs convictions personnelles. En fait, et le jugement le dit, en fait, page 36, pour ceux qui l'ont lu, la neutralité que certains prônent aujourd'hui, il faut la dépasser. Parce qu'en fait, dans le concept de neutralité, on ne va pas jusqu'au bout des choses, on ne nomme pas les choses. Et donc, ceux et celles qui veulent effectivement interdire tout signe religieux, dont je fais partie, il faut dépasser le concept de neutralité et inscrire la laïcité dans la Constitution. Nous sommes favorables à cela. Nous sommes favorables à ça pour deux raisons. Il faut réconcilier égalité et diversité. Il faut faire en sorte que l'égalité des usagers face à l'autorité publique soit une réalité. Mais il faut aussi que l'égalité du personnel, des employés, se fasse face à eux-mêmes et également face à l'autorité. Je regrette vraiment qu'à l'occasion de la fête de l'Iris, certains, ici c'était la coprésidente d'Écolo, aient préféré finalement caresser dans le sens du voile, pour ne pas faire de jeu de mots, leur électorat, plutôt qu'en fait de construire une conception beaucoup plus rassembleuse de la diversité et faire en sorte que demain, le vivre ensemble soit une réalité. La réponse de John Pitchase, parce que vous pointez sa coprésidente Réjean Maroigne, une interview dont on a beaucoup parlé effectivement ce week-end. Quand on défend une idée de la laïcité, c'est bien quand ça promeut une fonction publique neutre. C'est bien de promouvoir une fonction publique neutre quand ça promeut une fonction publique impartiale. Or, ce que ce jugement montre, c'est ça quand même l'argument de base, c'est que il y a une injustice parce que la liberté de conviction religieuse de la personne qui postule n'est pas respectée. Il y a une injustice parce que dans les faits, ce sont toujours des femmes qui sont visées par ce genre de décision. C'est ce que le jugement souligne en parlant d'une discrimination disproportionnée à l'encontre des femmes parce qu'on autorise, par exemple, les hommes à porter une barbe. Mais de nouveau, j'y reviens, on parle systématiquement des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais être direct, est-ce qu'il n'y a pas quelque part derrière le débat sur la laïcité des services publics une forme de discrimination anti-islam, anti-musulmane, qui ne dit pas son nom? Il y a une divergence de vue sur le terme laïcité, je pense. C'est surtout ça. Alors, si vous me permettez, donc, il y a une injustice parce que dans les faits, ce ne sont pas n'importe quels signes convictionnels qui sont en fait visés. Ce sont en fait ce qu'on appelle, selon la manière dont on parle, le foulard ou le voile ou encore autre chose. C'est en fait une religion particulière et c'est l'islam. Et il y a une quatrième injustice qui est relevée dans le jugement. Quel est le problème, au fond, pour la STIB? C'est un mot que les défenseurs de la STIB ont utilisé au tribunal, c'est un problème de paix sociale. Leur problème, c'est, disent-ils, un problème de paix sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, paix sociale? Ça veut dire qu'il y aurait certains signes convictionnels qui, plus que d'autres, ou certaines pratiques qui, plus que d'autres, posent un problème de paix sociale. Pour moi, le problème, en fait, le vrai problème, c'est que l'interdiction des signes convictionnels, ça révèle bien plus les préjugés qu'un certain nombre de personnes ont sur non pas ceux, mais celles en fait qui portent ces signes convictionnels,
Que sur les pratiques en question et les raisons pour lesquelles elles sont importantes pour ces Alexia personnes. Bertrand, défendre la laïcité du service public, c'est cibler certaines communautés, c'est porter atteinte à la liberté d'expression des gens. Je voudrais d'abord réagir à ce qu'a dit Ridwan Shahid, qui dit « moi je suis en faveur du voile et on le sait ». Ici, ce n'est pas un débat pour ou contre le voile. Nous, au MR, on a un respect profond pour toutes les convictions philosophiques et religieuses. Et c'est précisément ça que vise à garantir la neutralité. Il y a une série d'espaces de liberté. Le voile est autorisé dans les espaces publics, dans la rue, comme usager des administrations communales, dans toute une série de professions. Et puis, il y a quelques exceptions qui sont garanties par ce principe constitutionnel de neutralité, qui sont quelques zones où on estime qu'il faut traiter de manière égalitaire, de manière égale, le citoyen. C'est au service du citoyen, au service de l'usager. Et ces zones, c'est la fonction publique. Quand elles vont devoir travailler dans des administrations publiques, qu'elles soient voilées et qu'elles remettent dans l'acte, qu'elles posent une neutralité, comme vous le dites. Donc, vous n'êtes pas contre ça. Alors, la neutralité, c'est la neutralité des actes, comme ça a été dit, mais c'est aussi la neutralité d'apparence. Et ces dernières années, ce principe de neutralité a été un petit peu tordu par la doctrine ou par certains qui ont essayé de distinguer une neutralité qu'on dirait exclusive et une neutralité inclusive. Est-ce qu'il faut que la région bruxelloise, du coup, ait sa propre ordonnance pour déterminer ce qu'est la laïcité en région bruxelloise, ou comme le disait M. Debreuil, il faut... On l'avait demandé par la Constitution et on en revient au fédéral. Par la voix de Françoise Kepmans, parce qu'à l'époque, vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait une motion qui avait été déposée au conseil communal de Molenbeek. Et le risque, c'est qu'on va se retrouver avec une neutralité à la carte et une neutralité ou une absence de neutralité dans diverses communes ou dans diverses institutions bruxelloises. Alors quand vous parlez de laïcité, ça c'est tout un débat, on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui. Nous, ce qu'on demande, c'est d'inscrire la neutralité dans la Constitution, parce que la laïcité, c'est plutôt un concept français qui ne reconnaît aucune religion. Nous, on a une tradition historique en Belgique où on reconnaît les religions qui sont reconnues de façon égalitaire et on les subsidie même. Et donc, c'est ce concept de neutralité qui est éminemment, il faut relire ce que dit Vincent de Corbetter là-dessus, éminemment relié à l'absence de discrimination. Au contraire, il a vocation à créer l'égalité et l'impartialité pour l'ensemble des citoyens. Alors, je reviens vers John Pithies et puis on ira chez Madame De Smet qui est avec nous, hein, même si c'est à distance par Skype, elle intervient quand elle le veut. Vous dites que vous n'avez pas de problème avec l'affichage d'un signe religieux. Est-ce que ça peut intégrer ces signes convictionnels, des signes plus politiques? Je répète, que ferez-vous si quelqu'un a un t-shirt qui laisse entendre qu'il vote pour tel parti, qu'il a voté pour tel parti, je ne sais pas moi, pour François Mitterrand en 81, et puis il considère ça comme un objet historique, mais ça peut aussi être du prosélytisme. Où mettez-vous la frontière en pratique dans l'administration telle que vous la rêvez, si je puis dire? Pour moi, il y a deux différences entre des signes d'affichage ou d'appartenance à un parti ou à un mouvement politique et des signes convictionnels. La première différence, c'est que les signes convictionnels sont en principe, pas toujours, mais le plus souvent bien plus étroitement liés à la vie intime, la vie personnelle, l'identité sociale de la personne. En d'autres termes, porter ou ne pas porter certains signes convictionnels, et on parle du foulard, mais je connais, peut-être que certains d'entre vous, certains d'entre nous ici connaissent aussi des personnes pour qui c'était par exemple très important de porter une croix, au cou. Eh bien, c'est quelque chose qui est bien plus lié à l'intimité. Donc, interdire à quelqu'un de porter ce type de signe convictionnel, c'est une forme de contrainte, c'est une forme de violence qui, à mon sens, est d'un autre ordre. Et puis, il y a une deuxième différence. Alors, vous citez Vincent de Corbetter. Eh bien, dans mon autre vie au CRISP, quand on essaie de définir ce qu'est un parti politique, c'est quoi? C'est une entreprise collective qui a pour objectif la conquête du pouvoir ou l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous dites « j'aime écolo » sur un t-shirt, ça veut dire que vous assumez dans votre identité publique et politique un rapport au pouvoir. Il y a des bonnes raisons, il y a des raisons très légitimes dès lors pour un usager de se dire « mais cette personne-là peut peut-être ne pas se comporter de manière tout à fait impartiale vis-à-vis de moi ». Ça fait donc deux différences. Interdire des signes convictionnels, c'est à la fois une atteinte plus importante à l'intégrité de la personne et je crois que ça a nettement moins d'intérêt en termes de préservation de la neutralité et je suis donc d'accord avec vous. Quelqu'un qui se promène dans une administration avec un t-shirt « I love écolo », pour moi, ne peut pas porter ce t-shirt. Il va d'accord avec vous. Moi, je n'ai rien dit. J'insiste bien là-dessus. Madame De Smet, est-ce que vous, au PTB, vous faites une différence entre afficher une conviction religieuse et afficher une conviction politique, entre avoir une conviction et faire du prosélytisme et
Comment tracez-vous cette ligne, encore une fois, si demain, on y reviendra, c'est une question que je vais vous poser, préparez la réponse, si on pond une ordonnance à Bruxelles sur la laïcité? Mais donc, pour être très clair aussi, on n'est pas pour qu'il y ait du prosélytisme. Prosélytisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser sa fonction quand on est en train de travailler à un guichet, etc., pour promouvoir sa religion, sa politique, peu importe. Ça, c'est le prosélytisme et on est évidemment contre ça. Maintenant, avoir des signes sur soi, ce n'est pas faire du prosélytisme, ça c'est différent. Et donc, dans ce sens-là, parce que vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est pas instrumentaliser ce débat sur la laïcité? On a quand même l'impression que si, effectivement, et que ça participe à stigmatiser et se focaliser sur une communauté en particulier, par certains. On les entend beaucoup moins monter au créneau quand il s'agit de remettre en question, par exemple, tout l'argent public qui est mis dans les écoles ou les universités catholiques. Donc, on n'entend pas ce débat-là. Oui. On entend surtout le débat sur la question des signes convictionnels, etc. Et donc, on ne veut pas d'une laïcité à géométrie variable. Alors, ça n'est pas correct. Rapidement, est-ce qu'il y a, et vous pouvez répondre là-dessus, Madame De Smet, puis après j'entendrai vos collègues, oui. Chef de groupe, est-ce qu'il y a des villes, en Belgique ou ailleurs, qui réussissent mieux cette forme d'inclusion dans l'administration, dans les services publics que Bruxelles? Est-ce qu'il y a des modèles auxquels vous pensez, auxquels vous songez? On cite souvent Londres, mais peut-être il y en a d'autres dont on pourrait s'inspirer. Est-ce que vous allez regarder au PTB? Je poserai la question aux autres ailleurs, réfléchissez déjà à votre réponse. Madame De Smet. Mais ça, c'est clair. Quand vous prenez l'Eurostar pour aller à Londres, vous sortez du train, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes accueillis par des femmes qui portent le foulard et qui sont là pour la sécurité et le contrôle des passagers. Et ça ne pose aucun problème. Aucun problème. D'accord. Donc au PTB, on prend Londres comme un modèle sur cette question-là, j'entends bien. C'est un exemple. Okay, c'est un exemple. Est-ce que les autres chefs de groupe trouvent Londres inspirante ou ont d'autres villes en modèle? Moi, je vais pas aller jusqu'à Londres. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion de travail à Vilvoorde, avec la commune de Vilvoorde, dans le cadre de la collaboration des services de prévention. Et j'avais en face de moi une fonctionnaire qui était dans le service prévention, qui portait un voile. Ok. D'autres exemples à prendre ou pas Alexia Bertrand et John Pitzer, brièvement. Réagir. Je crois que le modèle anglo-saxon s'est construit complètement différemment. Et ici, j'entends d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais je pense qu'aucun de mes collègues ici sur le plateau ne remet en cause ce qu'eux appelleraient la neutralité exclusive, c'est-à-dire l'interdiction du port du foulard pour les fonctions d'autorité. Ça a été rappelé d'ailleurs par Rachid Madran dans son entretien. Et donc, si vous reconnaissez que pour les fonctions d'autorité, il faut une neutralité, ça veut dire que ça fait du sens, ça veut dire que vous reconnaissez cette neutralité. Ça n'est pas rien, ça n'est pas quelque chose de banal. Ça veut dire que ça a une valeur et que ça passe par une neutralité d'apparence dans certains cas. Et donc, historiquement, nous n'avons pas la même tradition qu'en Angleterre, de la même façon que nous n'avons pas la même tradition que la laïcité à la française. Et donc, il faut tenir compte aussi de son histoire, de son contexte. Je suis content d'entendre Alexia Bertrand parler de notre rapport à la laïcité à la française, parce que souvent, quand on parle de ces questions, on regarde tout de suite vers la France, et où les débats sont extrêmement vifs sur ces questions. Moi, je constate que sur je ne sais combien de pays reconnus à l'ONU, la plupart des pays qui s'inscrivent dans une tradition démocratique et en fait libérale ne se posent pas ce type de questions. Vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, vous allez en effet en Angleterre, eh bien, ça ne pose pas de difficulté majeure d'avoir quelqu'un qui porte un turban sikh ou quelqu'un qui porte en effet un foulard confessionnel. Et je pense honnêtement que ce n'est pas ça qui pose... Ça voudrait dire qui pense que toutes les fonctions devraient pouvoir permettre l'affichage d'une conviction religieuse? Je sais que tout ne dépend pas de la région Bruxelles-Capitale, mais par exemple, est-ce qu'un enseignant un instituteur, une institutrice serait meilleur ou moins bon instituteur avec un signe religieux ou politique qui pense que ça peut aller jusqu'à n'importe quelle fonction Bien sûr que non. Alors, on nous dit non du côté du MR, du côté des filles, brièvement, parce qu'on avance dans le débat. Il faut nous prenons la séparation de l'Église et de l'État, et en l'occurrence, ici, je vois quand même que certains partis préfèrent en fait maintenant mettre l'État en deçà des convictions philosophiques, religieuses ou partisanes. Et ça pose quand même un problème. C'est là qu'on n'est pas d'accord, puisque nous ne considérons pas que l'État est en dessous. Au contraire, on dit juste qu'à la différence de certains partis politiques qui pointent l'apparence de la personne, nous pointons plutôt l'acte qui est posé par cette personne-là. Ni plus, ni moins. Je pense qu'il est vraiment temps, parce que l'heure tourne, de passer à l'argument recevable. Ouais, je ne vous ai pas menti, ça passe vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Françoise De Smet, qu'est-ce que vous avez entendu comme argument recevable? J'entends bien, un argument avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, mais dont vous reconnaissez qu'il est pertinent autour de la table. Peut-être la seule fonction où on voit
que ça pourrait poser problème de neutralité, c'est au niveau des juges, puisqu'on doit rendre la justice de manière neutre, mais aussi en apparence. Donc c'est peut-être la seule exception des exceptions qu'on ferait possibles par rapport à pour le ça. PTB. Alexia Bertrand, un argument recevable de l'autre côté de la table? Ce qui est recevable, c'est de dire qu'il y a des discriminations aujourd'hui et que ça fait 15 ans qu'à Bruxelles, il y a des discriminations, mais détricoter la neutralité ne va pas résoudre le problème des discriminations. Emmanuel Par contre, Debock, il faut lutter absolument contre ces En 20 discriminations. secondes, s'il vous plaît, il nous reste moins d'une minute. Alors, j'entends l'argument des accommodements raisonnables, mais c'est un argument auquel je ne peux pas souscrire compte tenu de notre historicité. On n'a pas le même rapport, effectivement, au monde anglo-saxon. Ridwan Chahid. Je peux entendre l'argument qui consiste à dire que la neutralité est importante. Et donc, par rapport aux fonctions imporium, comme on les appelle, c'est un argument qui peut être entendu. John Pissays, pour le dernier argument et le dernier mot de ce débat. D'abord, je trouve que c'était un débat respectueux, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces sujets. Donc déjà, rien que pour cette raison, je trouve que tous les arguments méritent d'être entendus. Et je suis en fait assez heureux d'avoir entendu la position de Ridwan Chahid aujourd'hui sur ce sujet. Allez, en tout cas, on vous recevra encore à d'autres occasions pour ce débat ou pour d'autres. La semaine prochaine, un autre thème. Merci à tous les 5 d'être venus en présentiel ou à distance pour cet échange. À très bientôt sur BXA.